Mais d'abord, donc, c'est un zoom sur le programme économique de la NUPES que je vous propose tout de suite avec Mathias Araez. Certains parlent de 332 milliards, d'autres de plus de 250. Difficile de savoir qui dit vrai lorsqu'on évoque le programme économique de la NUP. Attaqué de toutes parts sur la faisabilité du projet, Jean-Luc Mélenchon a contre-attaqué ce mardi. Mon prédécesseur et la droite, l'extrême droite et le gouvernement jouent la carte de la peur, de l'affolement, l'hiver nucléaire, les sauterelles, et la catastrophe économique dans une tradition qui avait été abandonnée depuis la période de M. Giscard d'Estaing qui annonçait les mêmes malheurs au pays si M. François Mitterrand était élu, et je souhaite à nos critiques le même destin. Pour donner du poids à son propos, le troisième homme de la présidentielle, qui s'est souvent vanté d'être soutenu par plus d'une centaine d'économistes, a donné la parole à certains d'entre eux. En tête de gondole, les économistes atterrés Cédric Durand et Éric Baird. Parce que le programme proposé par la NUP est un programme sérieux, un programme financé. Il a certes un effet multiplicateur, mais il y a aussi une base fiscale qui est tout à fait solide. Et au-delà de ça, il y a un projet productif, industriel, de planification qui vise à consolider la base productive du pays et donc sa base fiscale. Seul point noir au tableau, l'événement organisé à la hâte n'était qu'estampillé LFI. Les poids lourds écologistes, socialistes et communistes n'étaient pas là. On en débat tout de suite avec mes invités. Béatrice Gibelin, bonsoir, bienvenue. Vous êtes géographe, directrice de la revue Hérodote. J'accueille également Pierre Jacquemin, bonsoir, bienvenue, rédacteur en chef de la revue Regard, avec à la une Jean-Luc Mélenchon, la gauche, c'est lui. Jean-Daniel Lévy, directeur délégué de Harris Interactive, bonsoir et bienvenue Jean-Daniel. Et Laetitia Krupa, éditorialiste politique, bonsoir, bienvenue à vous, merci d'être là. Comme chaque mardi et chaque jeudi dans Sens Public, le programme économique. Donc pour commencer, Béatrice Gibelin, est-ce que vous le jugez crédible, réaliste ? Ça dépend en combien de temps il veut le réaliser. S'il met tout sur la table comme ça rapidement, que ce soit la retraite à 60 ans, que ce soit le SMIC à 1500, que ce soit l'autonomie, l'allocation d'autonomie pour les jeunes de plus de 18 ans, etc., etc. Là, je veux dire, on va faire sauter la caisse. Ça me semble évident. Maintenant, est-ce que, imaginons qu'il soit à la tête du gouvernement, quelles seraient ses priorités? Qu'est-ce qu'il mettrait d'abord en valeur? Qu'est-ce qu'il je dis il parce qu'il a quand même un peu tendance à décider. Donc il déciderait ce qu'il faudrait faire. Parce que quand on entend les économistes atterrés dire voilà, c'est chiffré, c'est solide, il n'y a pas de raison, on prend jamais véritablement les réactions de ceux qui seraient pas contents. En particulier certains chefs d'entreprise, par exemple, puisqu'on a annoncé qu'on taxerait les entreprises. Il est possible qu'ils mettent de la mauvaise humeur. Par exemple, qu'ils cessent d'investir ou qu'ils cessent d'embaucher. Pour les moins patriotes qui peut-être mettent de l'argent ailleurs. Bon, donc je repensais, il citait Mitterrand en 1981. C'est vrai qu'il y a eu des décisions prises sur le plan économique, y compris dans la revalorisation du salaire minimum, mais aussi dans des choses tout à fait importantes, la régularisation, par exemple, des travailleurs étrangers. Puis en 83, la situation a été telle, ou Tsipras en Grèce, qui a essayé de faire un certain nombre de choses. On vous dit attention au retour de bâton et de la réalité. D'une certaine façon. Je vais vous redonner la parole, oui, évidemment. Bien sûr, mais il me semble que oui. Je me tourne vers vous, Pierre Jacquemin. Le 19 mai dernier, le cercle de réflexion on va dire de centre-gauche Terra Nova avait qualifié le programme économique de la NUP ou de la NUPES, je les cite, d'aventure populiste qui mènerait au désastre et affecterait durablement le pouvoir d'achat des Français. Ça vous a fait réagir, je le sais, cette note de Terra Nova, pourquoi ? D'abord, c'est toujours intriguant de voir de quelle manière on interroge toujours la crédibilité d'un programme de gauche, la crédibilité économique d'un programme de gauche, comme si la gauche n'était pas en capacité d'avoir une démonstration, d'avoir une proposition économique différente de celle qu'on a connue par le passé, y compris d'ailleurs sous des gouvernements de gauche, parce qu'on ne peut pas dire que le système économique avec le monde de la finance qui devait être l'ennemi était un programme économique véritablement ancré à gauche, ou en tout cas avec des ruptures radicales. Après, il y a eu ce rapport de Terra Nova qui d'ailleurs est
intéressant parce qu'il émet des critiques sur lesquelles Jean-Luc Mélenchon a été lui-même amené à répondre. Oui, il y a eu un débat. Moi, j'aime cette politique-là, c'est-à-dire que c'est une confrontation d'idées, de projet à projet. La Fondation Terra Nova, vous avez dit qu'elle était de gauche, sans doute elle s'ancre d'une certaine manière au Parti socialiste pour ce qu'il en reste et ce qu'il en reste de la pensée économique aussi au sein du Parti socialiste. J'ai noté aussi que dans cette note, ils avaient fait référence beaucoup à des chiffres qui avaient été réalisés, en tout cas des études qui avaient été réalisées par l'Institut Montaigne, qui n'est pas franchement un institut classé à gauche. Donc, moi je trouve ça intéressant, c'est un débat intéressant. Et vous, quand vous analysez ce programme, vous le trouvez réaliste? Moi, moi, je pense en termes politiques. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on fait de la politique, d'une manière générale, et d'ailleurs c'est un peu le clivage droite-gauche, c'est-à-dire que soit on pense que l'économie doit être au service de la politique, soit on pense que la politique doit être au service de l'économie. Et ce débat sur la crédibilité du programme de la NUPS, je trouve, illustre assez bien ce débat-là. C'est-à-dire que soit on se fixe des objectifs, soit on fait de la politique et on fixe des caps, des objectifs, et on trouve les ressources pour financer ce cap et ces objectifs, cette utopie même parfois, soit on prend l'effet inverse, et c'est un peu l'effet que Emmanuel Macron et les politiques libérales de ces dernières années ont mené, c'est-à-dire on dit voilà l'état des comptes publics, et voilà ce qu'on est en capacité de faire, et si on veut faire autre chose, voilà où on va réduire les dépenses publiques. Eh bien, le débat sur les retraites, c'est exactement ce qui se passe. Les retraites, il y a Emmanuel Macron qui nous dit on n'a plus d'argent, il faut augmenter l'âge de départ légal à la retraite. Et puis il y a la gauche qui dit non, il faut pas augmenter l'âge de départ légal à la retraite parce que c'est un objectif politique et il faut trouver les recettes pour le financer. C'est ce que propose Mélenchon. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ici, je vais faire le rôle de la citoyenne naïve, pourquoi la NUP nous présente un programme économique? En fait, je ne comprends pas pourquoi les présidentielles sont déjà passées. Enfin, je veux dire, là, on va le voter pour des députés, mais les députés vont pas mettre en place un programme économique. C'est eux qui mettent en place un gouvernement qui est en charge de mettre en place la politique. Est-ce qu'on continue dans la stratégie de communication de Mélenchon, qui est partie donc sur un fake, je serai à Matignon? C'est ça l'idée? Parce qu'en fait, est-ce que les Français ont, vous comprenez, une lisibilité suffisante? C'est une bonne stratégie politique. C'est exactement ce dont je pensais parler avant l'intervention de Laetitia, c'est qu'il y a aujourd'hui en fait la NUP qui arrive à marquer encore une fois le débat de la semaine. C'est-à-dire que c'est eux qui disent en fait on va parler de notre programme économique, on va imposer un thème. Et d'ailleurs cette question, elle n'est posée aujourd'hui qu'à la NUP. C'est-à-dire qu'à aucun moment le président Lapplique n'est interrogé, le Rassemblement national n'est pas interrogé, pas plus que les Républicains, alors même qu'ils vont quand même avoir un rôle à jouer, quelle que soit leur force, au sein de l'Assemblée. Le deuxième point que je trouve intéressant, c'est qu'il y a des questions qui se posent de manière différente en fonction de la position qu'on peut avoir à l'égard de la NUP. Quand vous interrogez aujourd'hui les électeurs de la NUP, voire même d'une manière globale les électeurs qui se positionnent à gauche, la question de la crédibilité n'est pas au centre de leurs interrogations. Et ce pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il y a déjà une critique majeure à l'égard de ce qui a pu être fait d'un point de vue économique par le gouvernement et les gouvernements sortants, en considérant qu'à certains égards, ils n'ont pas atteint les objectifs et qu'un certain nombre de missions qui s'étaient assignées n'ont pas été obtenues. Et puis le deuxième aspect, c'est que autant en 2007, en 2012 et pour partie en 2017, la question en fait de la dette et des déficits était au centre des préoccupations de la part de nos compatriotes. En 2012, quand François Hollande a été élu président de la République, c'était la deuxième motivation de vote des électeurs. Là, quand vous regardez, on est revenu vraiment aux préoccupations qui sont au milieu ou en queue de tableau, parce qu'il y a toujours cette petite idée du quoi qu'il en coûte. Le quoi qu'il en coûte est passé par là. Oui, mais qui est toujours présent. Je ne suis pas en train de justifier, j'essaie juste de le mettre en perspective. Et donc, dans ce contexte-là, est-ce que ça va creuser la dette? Est-ce que ça va creuser les déficits? Est-ce que c'est finançable? Est-ce que ça peut avoir des effets à moyen ou à long terme sur l'ensemble de notre dispositif économique? Là, ça n'est pas la question, et c'est une des raisons pour laquelle aujourd'hui, quand nous, on teste les propositions qui peuvent être effectuées de la part de la NUP, globalement, les différentes propositions qui sont la retraite à 60 ans, le SMIC à 1 500 €, le blocage des loyers, l'augmentation, le blocage des loyers, le blocage des prix également. Globalement, ça suscite une adhésion qui est une adhésion extrêmement forte, même de la part de personnes qui ne sont pas aujourd'hui prêtes ou enclines à voter pour la NUP. Laetitia, toujours sur cet aspect économique, il y a cette carte du name and shame, on va dire la dénonciation des plus riches qui est jouée par les amis de Jean-Luc Mélenchon. Oui, et elle est même plus que jouée, Thomas, puisqu'ils ont décidé sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, de publier les photographies de patrons qui, supposément, selon leur démonstration, profiteraient du système capitaliste et auraient des émoluments totalement disproportionnés, surréalistes. Par exemple, Alexandre Bompard, patron de Carrefour,
Donc sa photo est postée en disant qu'il gagne le salaire de 300 fois peut-être le SMIC. Enfin, voyez-vous, donc il désigne en fait nommément et puis picturalement, j'allais dire, les hommes riches qui seraient les profiteurs du système. Donc on est toujours dans cette stratégie de communication très efficace, puisque name and shame, ça veut dire nommer et pouvoir peut-être blâmer les patrons qui profiteraient encore une fois du système capitaliste. Et donc c'est très facile pour les lecteurs de peut-être s'offusquer et de voter ensuite dimanche, puisque c'est quand même la finalité de ces stratégies, de voter dimanche pour mettre un butin contre ce système qui est finalement injuste. Oui. Béatrice Gibelin, c'est de la bonne politique ce name and shame, ou vous trouvez ça un peu exagéré, voire malsain? Non, je ne trouve pas ça de la bonne politique. Quand on commence à ce genre de choses, on ne sait pas exactement où ça s'arrête. Donc name and shame, ça vient du milieu anglo-saxon, c'est vrai. C'est pas blâmer, c'est la honte. C'est faire honte à quelqu'un, c'est beaucoup plus que le blâme de mon point de vue. Mais si on est sur ces préoccupations-là aujourd'hui, c'est parce que les contraintes européennes ont changé. Pourquoi François Hollande, qui a pu dire effectivement mon ennemi c'est la finance, et puis a été contraint, après être allé à Berlin ou à Bruxelles, de tenir ces foutus 3% qu'on n'a jamais respectés non plus, pas plus que les 60%, mais quand même qui étaient des marqueurs importants. Et puis il y a eu la Covid, et puis ce qui a complètement changé, c'est cet emprunt commun qu'on a pu faire, je vais dire d'une certaine façon, ce qui était gravé dans le marbre ou qu'on considérait comme tel, visiblement, ça s'est un peu effacé. Bon, et que donc à partir de ce moment-là, on a pu emprunter. Les taux étaient extrêmement bas et donc tout allait très bien. Ce qui permet de dire oui, on a de la dette, mais il faut relancer. Et puis on tire les enseignements de 2008, où 2008 effectivement l'Europe n'a pas relancé, a serré la vis et on a maintenu un chômage de masse et un appauvrissement des plus faibles. Donc on est complètement dans une autre configuration, ce qui explique que les thèmes aujourd'hui avec l'inflation soient devenus ces thèmes centraux. Rien ne dit qu'avec l'inflation, alors il y a deux points de vue, c'est les prix augmentent, donc les salaires augmentent, donc les prix augmentent, voilà une boucle. Et puis Mélenchon dit non, c'est pas ça la boucle, c'est les super profits qui fait qu'effectivement après ça on est obligé de répondre un peu au salaire. C'est le problème des profits, c'est pas le problème de la demande. Bon, d'accord, mais on se trouve en ce moment, si vous voulez, avec une pression possible sur des taux d'intérêt qui risquent de remonter sans aucun... Enfin, moi, je pense probablement, avec la nécessité d'emprunter et avec un programme, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, le jeu du rapport de force financier, il est ce qu'il est. Et à partir de ce moment-là, dans ce rapport de force financier, on imposera à la France, et Mélenchon pourra crier autant qu'il veut, la politique et l'économique doivent suivre. Oui, mais le rapport de force fera qu'il sera obligé de tenir compte d'un certain nombre de choses. Je ne dis pas que ce soit forcément une bonne chose, mais c'est ce qui se passera. Alors, c'est l'une des infos de cette fin d'après-midi, et on va en parler pas trop longtemps, parce qu'il y a beaucoup de thèmes à aborder, mais quand même c'est important. Le Conseil d'État a tranché en faveur de la nouvelle Union populaire écologique et sociale sur cette requête, vous savez, vis-à-vis de la nuance politique pour comptabiliser les voix aux législatives de ce 12 et 19 juin. Donc le ministre de l'Intérieur devra prendre la NUPES ou la NUP comme une nuance politique à part entière. Pierre Jacquemin, c'est une vraie victoire. Ça va pas changer la phase de l'élection. C'est un peu de la cuisine, mais quand même, c'est une vraie victoire. Vous avez raison, c'est une petite victoire parce que c'est une victoire symbolique sur laquelle qu'a contesté justement la NUPES, parce que le ministère de l'Intérieur, avec l'autorité qui était celle de Gérald Darmanin, avait souhaité que la comptabilité des résultats aux élections législatives fasse en sorte qu'on ne calcule pas l'intégralité de cette nouvelle coalition, de cette nouvelle union populaire, mais qu'on fasse un départage entre ce que font les résultats des candidats socialistes, des candidats écologistes et des candidats communistes. Un peu comme si la NUP n'existait pas. Un peu comme si la NUP n'existait pas et qu'on faisait comme auparavant et qu'on ne compte pas la globalité de ce qu'est cette nouvelle force, qui représentera une nouvelle force à l'issue du scrutin de dimanche et de dimanche prochain. Avec cette volonté évidemment d'Emmanuel Macron, en tout cas de la majorité sans doute, de faire la démonstration
qu'ils seront la première force politique ensemble, cette nouvelle coalition qui, elle, pour la peine, était reconnue, il n'y avait pas de problème, hein, alors qu'il y a quand même Horizon, Agir, En Marche, en eux-mêmes, voilà, le MoDem, exactement. Eux, il n'y avait pas de problème, mais par contre, pour la nouvelle coalition de gauche, ça posait un problème. Donc la démonstration de force, en tout cas l'entourloupe ou la manipulation politique qui consistait à amoindrir le résultat de la gauche, qui semble être un tout petit peu conforté par cette stratégie nouvelle, et pas passer inaperçu au Conseil d'État. Ouais. Bon, de toute façon, le travail, on le faisait et vous l'auriez fait, quoi. On comptabilisait la NUP, quelle que soit la décision du ministère de l'Intérieur. Franchement, ça m'aurait facilité la tâche d'avoir, depuis une semaine ou deux, un peu plus une classification, parce qu'en fait, on a tout dû classer à la main. Alors après, bon, c'est un fait maintenant. Ce qui n'est pas certain, c'est l'effet politique que ça pourra produire dimanche soir. On verra ce que ça donne. Mais si jamais, en fait, on a une projection, un score déjà de vote au premier tour important pour la NUP, et si on a une projection en siège, alors avec laquelle il faudra être extrêmement prudent, mais qui montre une dynamique véritable pour la NUP, ça peut même avoir un effet de mobilisation de l'autre camp politique, parce qu'on sait qu'il y a un côté repoussoir de Jean-Luc Mélenchon. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un côté plus repoussoir d'ailleurs de la personnalité de Jean-Luc Mélenchon que du programme politique qui est proposé, et que quand vous regardez en fait ce que peuvent être les différents chiffons rouges, notamment à l'égard d'électeurs qui vont se situer au centre-gauche jusqu'à une partie de la droite, l'idée d'avoir Jean-Luc Mélenchon Premier ministre demain, ça leur suscite une vraie interrogation, voire même une angoisse. Pierre Jacquemin faisait référence à 1981. À certains égards, on n'est pas très loin de ça. En fait, pas rapport à se dire que les chars russes vont débarquer à Paris, mais qu'effectivement, il pourrait y avoir une sur les premiers résultats qu'on a eu sur les Français à l'étranger, qui n'est pas une population, une sociologie très favorable à la gauche, et encore moins celle de Jean-Luc Mélenchon. La stratégie des candidats des Français à l'étranger, c'était de poser à côté de Jean-Luc Mélenchon. Donc, on peut aussi estimer et se dire que finalement, la figure de Jean-Luc Mélenchon n'est pas si repoussoir que ça. Alors, justement, le vote des Français de l'étranger, j'avais pas prévu de le mettre à ce moment-là dans le débat, mais puisque vous en parler, on y va. Je propose à Jonathan de me rejoindre. Bonsoir, bienvenue. Quels enseignements on peut tirer de ce vote des Français de l'étranger? Déjà, le premier enseignement qu'on peut sans doute tirer, Thomas, c'est que les macronistes et la NUPES sont à couteau tiré. La majorité présidentielle, elle est arrivée en tête dans 8 des 11 circonscriptions de l'étranger. Mais dans plusieurs endroits, la coalition de gauche, elle talonne le Renaissance, et pourtant même dans des circonscriptions qui étaient acquises à En Marche. Illustration, vous allez le voir sur ces images. Dans la circonscription nord-américaine, Roland Lescure, qui est le président sortant de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, c'est un pilier de la Macronie, et lui en fait il est passé en tête à 35% des voix, mais il recueille 22 points de moins qu'en 2017, et juste derrière lui en embuscade, il y a la candidate France Insoumise NUPES, Florence Roger, qui est à 33,43% des voix. Il y a aussi une autre circonscription assez serrée, c'est la 9e, celle qui recouvre le Maghreb et l'Afrique de l'Ouest. Dans cette circonscription, c'est l'ancienne ministre Elisabeth Moreno qui s'est qualifiée pour le second tour avec 28% des suffrages, mais elle est en ballottage défavorable derrière le candidat NUPES, Karim Benchek, qui est arrivé largement devant avec près de 40% des suffrages. Et puis il y a même évidemment cet accident industriel dont on a beaucoup parlé côté macroniste. Oui, cet accident industriel, il s'appelle Manuel Valls. L'ancien Premier ministre, lui, il lorgnait sur la 5e circonscription des Français de l'étranger, recouvrant l'Espagne, le Portugal, Andorre, Monaco. Et lui, il avait été officiellement investi par En Marche, mais face au sortant, qui lui était entré en dissidence, ça avait provoqué sa colère. Lui, il s'appelle Stéphane Vogetta. Et donc, la fin de l'histoire, on la connaît. Manuel Valls a été sèchement désavoué dès le premier tour, avec 15% des voix. Voilà en tout cas ce qu'en a dit le ministre de la fonction publique, Stanislas Guerini. Moi, j'étais déçu pour lui. J'étais déçu pour nous, parce que je suis cohérent. C'était le candidat de la majorité présidentielle. Je veux vraiment saluer son courage politique, sa volonté de servir à tout prix le pays. Il l'exprime comme ça, c'est dans ses tripes, c'est dans son sang. Et je crois que ça a beaucoup de valeur d'aller à l'élection. Il y en a ceux qui souhaitent ne pas le faire. On en a quelques exemples. Il y en a même qui veulent être élus Premier ministre, soyez. Et puis il y a ceux qui vont se confronter aux électeurs. Voilà, Emmanuel Valls a pris acte de son score, qui n'a pas convaincu les électeurs, dit-il, et il s'est contenté d'un laconique adieu Twitter pour nous dire au revoir. Pour quitter le réseau social. C'est ça. Bon, merci beaucoup. Une petite chute peut-être ? Ben oui, mais est-ce qu'on peut pour autant déduire un grand enseignement par rapport au scrutin qui va se produire dans une semaine?
Peut-être pas. En tout cas, c'est peut-être pas la répétition générale qu'on pourrait y voir. Les Français de l'étranger, il faut savoir quand même que c'est un scrutin aussi très particulier, dont une part aussi se fait par Internet. Et il y a aussi un taux de participation extrêmement faible. Avec ce week-end, il y avait 22% de votants. Effectivement, c'est très très faible. Alors évidemment, la première leçon, c'est cette claque reçue par Manuel Valls. Pierre Jacquemin, est-ce qu'elle était prévisible si l'on en croit le député sortant LREM? Et la réponse est oui. Écoutez, avec le recul, on aurait pu se dire que, a priori, Manuel Valls, a fait le travail depuis longtemps. Il a rallié Emmanuel Macron, il a été loyal à Emmanuel Macron, il a été convaincu par la politique d'Emmanuel Macron et il a fait, je trouve, ce travail de manière très loyale. Je trouve que l'atterrissage dans une circonscription où il y a un député sortant qui, a priori, a fait plutôt du bon travail, ça a été dit, redit, il a beaucoup travaillé sur la question scolaire à l'étranger. Donc, cet atterrissage ne me paraît pas être un signe d'une réelle volonté d'Emmanuel Macron de voir Manuel Valls siéger à l'Assemblée nationale dans le camp de la majorité. C'était peut-être un piège. Donc j'ai le sentiment quand même que oui, il y a une forme d'humiliation chez Emmanuel Macron en n'ayant pas franchement soutenu. Non, j'exagère peut-être, mais le terme d'humiliation... Manuel Valls, il n'est quand même pas né de la dernière pluie. Non, sans doute, mais là pour la peine, il a été macroniste BA quand même. Il connaît bien Emmanuel Macron aussi. Il connaît très bien Emmanuel Macron. Il se croit toujours Emmanuel Valls un peu plus puissant et un peu plus fort. Regardez Barcelone. Il pense qu'il va être maire de Barcelone. Il finit conseiller municipal avec 15% des voix. D'opposition et 15% des voix. Donc, il a une assez grande confiance en lui, on va dire les choses comme ça. Et espagnol, voilà, il s'y voyait. En négligeant, alors qu'il a été, lui, militant pendant des années et des années, Manuel Valls. Voilà, ça, il n'est pas arrivé avec tout de suite un poste d'élu. Ça n'a pas été ça. Sur Argenteuil, il a ramé quand même pendant des années. Bon, et là, je pense qu'il a sous-estimé l'investissement, effectivement, de Vogetta, qui était déjà dans la place depuis à peu près une vingtaine d'années, à travailler, à se présenter, voilà, et qui a effectivement eu les résultats qu'on pouvait attendre, parce qu'il a fait le travail. On le verra peut-être au niveau de la métropole, avec un certain nombre de militants qui pensaient pouvoir, de gauche, qui pensaient pouvoir être investis, et puis qui se trouvent balayés, parce qu'arrive un UPS qu'ils ne connaissent pas, on décide c'est lui, et les gens ne sont pas contents, parce que quand on a fait tout un travail de militants et qu'on a bien travaillé, être balayé comme ça, c'est douloureux, on va dire. Petit complément d'information par rapport à la chronique de Jonathan. Il a quitté Twitter parce qu'il a été victime de ce qu'on appelle, pardon du terme, une shitstorm, c'est-à-dire qu'il a eu une avalanche de messages très insultant et donc il a préféré quitter le réseau social pour peut-être se protéger. Oui, message haineux effectivement contre Manuel Valls. Jean-Daniel Lévy, est-ce que, alors je ne parle pas simplement des réseaux sociaux, mais est-ce que quand vous étudiez la figure politique de Manuel Valls, est-ce qu'il est durablement rejeté par les Français? Il y a une question concernant sa sincérité. Oui. Et ce que je trouve intéressant, c'est que le moment en fait, de rupture concernant son propos sur la sincérité, c'est quand il est entré en campagne dans la primaire socialiste, parce qu'il a dit qu'il abandonnerait le 49-3 si jamais il devait être élu président de la République. Et en fait, qu'on soit d'accord ou pas avec Manuel Valls, il est toujours apparu comme étant autoritaire, à donner des coups de menton, à avoir des propos virulents et à avoir un affrontement qui était clair et net. On appréciait, on n'appréciait pas, mais au moins c'était lui. À partir du moment où il a dit qu'il quittait et qu'il a abandonné cette thématique du 49-3, il y a eu en fait toute une partie de sa personnalité ou de la sincérité de son propos qui s'est profondément écroulée. Et puis après, par la suite, quand vous regardez les différentes prises de position, c'est pas toutes ces prises de position, mais certaines sont venues alimenter ce propos. Il s'était engagé à soutenir le candidat désigné par la primaire socialiste, en l'occurrence c'est Benoît Hamon qui a gagné. Il s'est rallié à Emmanuel Macron. Il a indiqué en fait qu'il quittait la vie politique française pour aller à Barcelone, vous l'avez rappelé, et au final après il a dit en fait que sa vie au final était en France. Il est présent à nouveau dans la 5e circonscription, sans avoir montré par le passé une véritable inclination à défendre en fait a priori cette terre-là. Et quand on regarde là, mais c'est valable également dans d'autres aspects, c'est qu'il y a une forme de confort de la sincérité du propos de la part des électeurs. Un candidat, cela a été rappelé, qui était présent depuis une vingtaine d'années, qui était identifié,
qui donnait le sentiment d'être vraiment dévoué à son territoire. Et dans ce contexte-là, ça a permis d'obtenir un score qui était un score plus important. C'est pas le seul regard qu'on peut porter. C'est-à-dire que quand vous regardez les autres candidats, en tout cas dans le cadre de ces 11 circonscriptions de Français et d'étrangers, globalement, c'est sensiblement cette même logique qui a pu prévaloir, même s'il y a eu une très forte baisse. Quand vous regardez 2017 par rapport à 2022, dans chacune des 11 circonscriptions, du nombre de voix et des pourcentages en faveur du candidat soutenu par La République En Marche. Il semble quand même que la sévérité de la réponse politique est graduelle et proportionnée à la surface de notoriété, parce que des girouettes, on en connaît d'autres, Aurore Berger, Guillaume Pelletier, qui vont d'un parti à un autre, d'un candidat à une autre, sans que finalement le verdict soit aussi radical. Et Manuel Valls paye aussi sa place à l'avant-scène. Ça vous fait réagir? Oui, mais parce que ça a été dit. Mais moi, j'ai surtout le souvenir du virage de Manuel Valls en 2015, au moment de la crise migratoire syrienne, où il va faire ce discours de Munich et il rompt avec la tradition qui est la tradition de gauche d'accueil, où il dit la France ne peut plus accueillir d'étrangers sur son territoire. Et là, il rompt radicalement avec ce qu'est la gauche, et avec lui le quinquennat qui s'écoule avec la loi travail et la déchéance de nationalité. Donc il y a tout ça. Et je disais, Emmanuel Macron, finalement, il joue avec les personnalités politiques. Vous parliez d'Aurore Berger. Aurore Berger, c'est aussi une personnalité, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Elle a été loyale du début à la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron. On peut pas dire qu'il l'ait remerciée. Elle n'a pas eu de ministère. Elle n'a jamais été promue. On peut pas dire qu'elle soit qu'elle ait été véritablement reconnue, que son travail ait été reconnu. Et Manuel Valls, c'est pareil, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Il a fait le travail. Il a vendu. Il a fait la campagne d'Emmanuel Macron. Il a intériorisé ses réformes. Il était d'accord avec sa réforme sur les retraites. On peut pas dire qu'il ait été aussi promu par la Macronie. Donc c'est aussi ça, la Macronie. C'est un monde impitoyable un peu quand même. Alors, c'est le moment où j'emploie le mot... La politique qui est un monde impitoyable. Oui, ça, pas seulement la Macronie. C'est vrai, mais c'est eux S'il fallait attendre Emmanuel Macron pour découvrir que la politique est un monde impitoyable, excusez-moi, mais je pense qu'il y a un certain nombre de gens à la France insoumise qui ont déjà compris qu'effectivement, c'était un monde impitoyable. Ils sont pas en responsabilité, que je sache encore, en tout cas pas pour l'instant. Ne serait-ce qu'à l'intérieur du parti, c'est pas simplement un problème de responsabilité. Ça, au moins, ils se partagent une chose, la Macronie et la Mélenchonie, ou en tout cas d'un côté la France insoumise et de l'autre côté En Marche, c'est que la question de la démocratie à l'intérieur même des formations politiques, on peut pas dire qu'elle soit très présente. Bon, j'allais dire, c'est le moment où j'emploie le mot prudence dans ce débat, parce qu'on va se plonger dans les sondages, les intentions de vote, et notamment votre dernier baromètre pour le magazine Challenge, Jean-Daniel Lévy, avec les intentions de vote au premier tour des élections législatives. Alors on se rapproche, c'est dans 5 jours, c'est dimanche, le premier tour. Majorité présidentielle, vous nous la donnez à 26%, la NUP ou la NUPES 24%, le Rassemblement National à 20%, et le parti LR est à 10%, viennent ensuite les autres que je ne vais pas forcément citer tout de suite. Et alors, si on se projette en siège, et c'est là que vous nous avez dit il fallait être particulièrement prudent. Je le redis. On arrive, mais on va quand même la regarder. On arrive à cette fourchette de 285 à 335 sièges pour la majorité présidentielle, ensemble, de 120 à 184 pour la NUPES, 38 à 58 pour LR et 30 à 50 pour le Rassemblement national. Pourquoi vous dites extrême prudence, Jean-Daniel? Parce qu'en fait, la projection, c'est ce qui va se passer à l'issue du deuxième tour. Oui. Et donc là, en fait, on fait un exercice alors même qu'on ne connaît même pas le résultat du premier tour. Mais alors pourquoi vous le faites? Parce qu'en fait, je pense que si je ne le faisais pas, tout de suite on me posera la question en me disant est-ce que d'après vous, l'exécutif pourra avoir la majorité? Donc on le fait, on dit on va voir. Et puis en plus, il peut y avoir des décalages très forts. En 2017, quand vous regardez, je ne parle même pas des projections en siège, mais si vous prenez circonscription par circonscription à la main, normalement, la majorité présidentielle aurait dû être beaucoup plus forte à l'issue du deuxième tour. Il y a eu un très fort correctif entre le premier tour et le deuxième tour. Mais voilà, si on se concentre déjà sur le premier tour, que voit-on? On voit une progression globale de la gauche, de la NUPES, et également, comme on l'indiquait, des divers gauches ou des dissidents de gauche. On a une petite baisse des électeurs qui ont l'intention de voter pour la majorité présidentielle et également de ceux qui ont l'intention de voter pour une formation politique telle que par exemple le Rassemblement national. Ce qui montre bien, et c'est un peu le propos qu'on tient depuis le début, c'est qu'aujourd'hui on a une formation politique, ou en tout cas un acteur qui fait campagne, autour duquel tous les débats se focalisent depuis même pas l'élection présidentielle, quasiment même depuis l'entre-deux tours de l'élection présidentielle. Et la force qui est parvenue à faire Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés, c'est de faire en sorte qu'on puisse étalonner l'ensemble de la vie politique autour de la question de la NUPES. Vous avez parlé tout à l'heure de la question de la crédibilité économique, mais on a parlé également de la question sociale, on peut parler de la question écologique, on peut parler également de la politique au niveau international, où à chaque fois,
ça n'est pas les uns et les autres qui se sont positionnés, mais ça a été un rebond par rapport à ce que peut dire Jean-Luc Mélenchon. Et si vous prenez ne serait-ce que l'interview qu'a donnée le président de la République dans la presse quotidienne régionale samedi, si jamais Jean-Luc Mélenchon et la NUPES n'avaient pas été aussi forts et aussi hégémoniques en termes de débat public, jamais cette interview, voire même ces propositions, à mon avis, n'auraient eu cette tonalité. Alors justement, vous dites la NUPES et Jean-Luc Mélenchon font l'actualité et donnent en quelque sorte le tempo de cette campagne présidentielle. C'est encore vrai, Laetitia, avec cette autre polémique autour de ce tweet concernant la police. Jean-Luc Mélenchon qui tweet après la mort d'une jeune femme dans le contrôle de police empêchée par un refus d'obtempérer. Vous le savez, c'était samedi à Paris. Et le chef de file des Insoumis écrit ceci: la police tue. Oui, alors je précise que sur le compte Twitter de Jean-Luc Mélenchon, il est indiqué qu'il ne tweete pas en personne, mais lui-même a dit qu'il a assumé totalement ce tweet, donc je vais vous le livrer dans sa globalité. Vous pourrez le lire à l'écran également. La police tue et le groupe factieux Alliance justifie les tirs et la mort pour refus d'obtempérer. La honte, c'est quand ? Voilà, ça c'était donc dimanche soir. À droite, les réactions se sont succédées. Rien que ce matin, Xavier Bertrand parle de scandale. Bruno Retailleau condamne des propos intolérables. Marine Le Pen juge, elle, carrément que cette façon de mettre en cause l'intégralité de la police devrait être éliminatoire en politique. Et puis, à midi, la très discrète première ministre Elisabeth Borne a à son tour condamné les propos de Jean-Luc Mélenchon. C'était sur France Bleu. Je trouve très choquant la façon qu'a Jean-Luc Mélenchon de s'en prendre systématiquement à la police avec des propos totalement outranciers. Moi, je rappelle que les policiers, ils exercent une mission difficile au service des Français. Jean-Luc Mélenchon, lui, il a répété la même idée, c'était ce matin sur France Inter. Oui, il ne l'a pas répété mot pour mot, la police tue, mais il a explicité sa pensée. Écoutez. Je dis comme responsable, si vous votez pour moi, je changerai la doctrine d'usage de la force de police dans notre pays et je dis que ce n'est pas normal qu'on tue quelqu'un parce qu'il refuse d'obtempérer. Il y a la loi, il y a des punitions, il y a des amendes, mais pas la peine de mort. Alors, vous commencez à me connaître, Thomas. Ce qui m'a intéressé dans l'interview de Jean-Luc Mélenchon ce matin, c'est qu'il a carrément levé le voile sur sa stratégie de communication. Il a dit pourquoi il avait écrit cette phrase, ou en tout cas assumé cette phrase « la police tue ». Il a dit « écoutez, moi, dans la foulée de la mort de la jeune femme samedi soir, j'ai écrit un premier tweet et personne n'a réagi. » Alors, je me suis dit, je vais monter d'un ton. Il l'a dit dans ces termes-là. Et puis, il a assuré que finalement, il avait obtenu le résultat qu'il cherchait. Ce résultat, c'est d'éveiller les consciences et de marquer les esprits. Je pose juste sur cette table une petite question. Est-ce qu'il est de la responsabilité d'un politique finalement d'assumer et d'utiliser les méthodes des populistes? Est-ce qu'il est de la responsabilité d'un homme politique qui en plus se destine à Matignon d'assumer ces méthodes populistes et donc le degré d'émotion qui doit à chaque fois, on comprend maintenant, accompagner une prise de position? Il me semble tout de même, et nous verrons bien sûr dimanche le résultat, qu'il prend un risque, Jean-Luc Mélenchon, en obtempérant de la sorte. Pourquoi ? Parce que les anti-Mélenchon pourraient se mobiliser davantage puisque nous sommes dans le registre de l'émotion. Alors, on le verra avec Jean-Daniel Lévy tout à l'heure, mais je vais vous donner la parole à tous les deux pour commencer. Béatrice Gibelin, comment vous l'analysez, cette sortie de Jean-Luc Mélenchon ? Moi, je pense qu'il essaye la question de la police dans les lieux où il a eu des suffrages au premier tour de la présidentielle, c'est-à-dire, on va prendre simplement la banlieue rouge autour de la région parisienne, la police est un problème réel. Donc quand il dit ça, il espère, c'est une hypothèse, mobiliser son électorat. Et que cet électorat qui n'a pas vraiment envie d'aller voter, parce que ça l'intéresse, il faut absolument qu'il se mobilise. Donc s'il dit la police tue, ça suffit. Je veux dire, avec lui, les policiers ils vont morfler. Voilà. Et c'est bien ça qu'on doit obtenir. Avec cet effet qu'on peut avoir à l'inverse, effectivement, c'est une contre-mobilisation tout plutôt que Mélenchon. Donc, dans quelle proportion ça va jouer ? J'avais redit ici que la carte électorale des suffrages de Mélenchon est une carte qui est très géographiquement marquée.
et elle le restera aux législatives. Et donc, il va peut-être parfois gagner énormément de voix sur une circonscription, mais ça fait toujours qu'un député, ça n'en fait pas beaucoup plus. Et ça sera pour lui un handicap. Mais c'est indispensable qu'il mobilise l'électorat jeune, essentiellement issu de l'immigration, sur lequel il a scoré fortement à son premier tour des présidentielles. Et donc, c'est de la stratégie à risque, mais de toute façon, il joue le tout pour le tout. Hein, il faut qu'il arrive à au moins 150 ou 180 députés pour que ce soit effectivement une victoire. En dessous... Pour être un contre-pouvoir. Pour être un contre-pouvoir. Et n'étant pas à l'Assemblée, lui. Voilà. Parce que ça sera la NUP le soir, le nuancier sera homogène. Après, quand il va... vous dites que ce sera beaucoup plus difficile de peser et de maintenir la cohérence. Parce que le chef ne sera pas là. Parce que le chef ne sera pas là. Intéressant, Pierre Jacquemin. Oui, et je trouve que tout ce qui a été dit est très juste. Et l'analyse de Laetitia, je trouve, l'interrogation sur la question est-ce qu'il faut en venir à une stratégie populiste pour se faire entendre, devrait nous interroger nous-mêmes, journalistes. C'est-à-dire que pourquoi on ne relaie pas, ou en tout cas pourquoi on ne raconte pas l'histoire que Mélenchon raconte sur la question de la police, pourquoi on la caricature souvent comme étant quelqu'un d'anti-flic, anti-police, etc. Ce qu'il n'est pas. Il appelle à une police républicaine. Donc c'est à nous peut-être parfois de nous interroger sur les raisons qui poussent Jean-Luc Mélenchon à flirter parfois avec le populisme, ce qu'il a théorisé comme étant un populisme de gauche. Il dit juste une chose qui me paraît être absolument essentielle, c'est qu'il faut changer la doctrine aujourd'hui de maintien de l'ordre. Ce qui est expliqué très bien par des historiens, et y compris d'ailleurs par des docteurs ou des chercheurs au CNRS, comme je pense à Fabien Jobard, qui l'a très bien expliqué encore. Il y a eu une loi en février 2017 qui a changé la perception que les policiers pouvaient avoir de ce qu'était la légitime défense. Et donc Jean-Luc Mélenchon interroge aujourd'hui le recours à la légitime défense et la stratégie qui consiste à ne pas savoir ou à savoir à quel moment on peut faire usage de plein gré, de manière consciente de cette arme. Et les armes, aujourd'hui, les tirs des policiers ont augmenté de plus de 50% dès après l'adoption de cette loi. L'IGPN a elle-même d'ailleurs alerté sur le danger de ce que provoquait cette loi. Donc si on prend ça en considération et qu'on ajoute à ça le manque de formation des policiers, un point sur lequel Jean-Luc Mélenchon insiste particulièrement, on met en danger et les policiers et la société. Donc Jean-Luc Mélenchon, peut-être qu'il va trop loin en disant la police tue, mais c'est factuel. Oui, il va trop vite quand il dit abus de pouvoir inacceptable d'une certaine façon. Il juge déjà ses policiers dans son tweet. Il vise jamais les policiers, Jean-Luc Mélenchon. Regardez bien la sémantique qu'il utilise. Il dit toujours les donneurs d'ordre. Mais il a raison, ce sont les donneurs d'ordre. On est un peu sur la ligne de crête là. Thomas, c'est pas vrai. Les donneurs d'ordre sont très importants. Vous voyez comment les mobilisations. Oui, mais il met la pression sur la justice qui est en train de travailler. Il y a une information. Les manifestations sportives ou les mobilisations sociales aujourd'hui, vous voyez comment elles sont gérées par la police. Il y a eu un changement de doctrine politique, de doctrine policière, qui ont rendu les policiers plus sujets, plus susceptibles à faire recours à la force. Je rappelle simplement que la justice travaille, information judiciaire ouverte, appel à témoins qui a été lancé, et des policiers qui, pour l'instant, c'est le terme qui a été très clairement employé, n'ont pas été déférés à un juge d'instruction. Je voulais que vous boucliez cette séquence, Jean-Daniel, parce qu'effectivement, on voit bien qu'il y a de la stratégie, il y a une vraie thématique, il y a de la stratégie en disant je mobilise mon camp, mais avec quel risque de contre-mobiliser ceux dont vous parliez tout à l'heure, à qui finalement Jean-Luc Mélenchon fait peur? Jusqu'à présent, l'analyse, c'est que ça a plutôt fonctionné. Ouais. L'analyse, en fait, c'est qu'il est arrivé à être au centre, que d'une manière générale, quand vous regardez en fait Jean-Luc Mélenchon, il veut tout politiser. Et puis, il veut tout conflictualiser. Et là, on est clairement avec, de manière assez fracassante, effectivement, cette forme de stratégie, sachant que ce qu'il dit maintenant, globalement, même ça renvoie à ce qu'il a pu dire juste après les incidents, pour dire ça, au Stade de France, après Liverpool, enfin dans le cas de Liverpool-Real, où il fallait réinterroger également les stratégies de police. Donc son enjeu, c'est vraiment de mobiliser les catégories populaires, les personnes qui habitent dans les quartiers populaires et une partie de la jeunesse. C'est là-dessus qu'il bénéficiera ou pas de scores qui sont des scores importants dans le cadre du premier tour pour pouvoir, ne serait-ce que d'un point de vue de chiffres, être en tête dimanche prochain et avoir le plus fort score. Et son objectif, c'est de faire en sorte de pouvoir s'adresser à cela. Quand vous regardez, je crois que c'est hier ou avant-hier, il a indiqué d'ailleurs que son objectif stratégique, c'est justement de faire en sorte que cette jeunesse qui était venue à son secours, enfin en tout cas qui avait voté pour lui à la présidentielle, c'est une jeunesse en plus qui s'est vraiment dégelée, comme on dit dans les instituts de sondage, vraiment au cours des 2-3 derniers jours.
ce sont des électeurs qui sont très peu politisés. Ce sont des électeurs qui aujourd'hui disent que globalement le pouvoir à leurs yeux est à l'Élysée et n'est pas forcément au Parlement ou a fortiori à l'Assemblée nationale. Donc plus il y aura un objectif politique majeur, plus ça leur permettra de se déplacer pour aller voter. Ce qui l'avait servi à l'élection présidentielle, c'était la peur de Marine Le Pen et le débat qui était installé par Marine Le Pen. Là, aujourd'hui, il cherche à faire en sorte que, en plus de sa présence, ce soit un débat également sur la police, la justice ou la reconnaissance de la jeunesse pour les inciter à se déplacer pour aller voter, à leur donner un enjeu suffisant pour se déplacer dimanche prochain. Tout dernier mot de conclusion. Et je pense que Macron le laisse aller loin dans cette mobilisation, parce que comme ça, il fait peur, et comme ce sont quand même les personnes de plus de 55 ans qui vont beaucoup aller voter aux législatives, elles ne risquent pas de voter beaucoup Mélenchon, et que par peur, centre-droit, centre-gauche et autres risquent de voter pour lui. Donc c'est le calcul de l'Élysée. Oui. Bah oui. Moi, je pense que c'est les deux. Voilà, c'est les deux calculs dans cette affaire. Rendez-vous dimanche soir pour avoir une première partie de la réponse. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat.